Les MOOC sont nés dans un environnement économique particulier qui est celui des États-Unis, avec un endettement considérable des universités désormais et un endettement des étudiants, parce que les frais d'inscription, du coup, pour contrer l'endettement des universités qui n'ont plus de financement public et qui s'appuient désormais sur les droits d'inscription, ces droits d'inscription ont augmenté énormément, mais les étudiants ne peuvent pas suivre et donc s'endettent énormément. Ils partent dans la vie avec 5-10 années, quelquefois, d'endettement et de remboursement nécessaires de leurs frais de formation. Un certain nombre d'étudiants ont décidé de ne plus y aller, de ne plus marcher dans cette combine. Et donc, à partir de ce moment-là, sont sortis du système. Ça, c'est une réalité qui entraîne, du coup, une nécessité pour les universités, mais pour certains opérateurs et certains investisseurs, de se dire on peut profiter de l'occasion pour offrir des cours beaucoup moins chers que les cours en présentiel, en packageant ces contenus de façon standardisée et en les dupliquant autant que l'on veut. Et dans le même temps, on peut petit à petit faire payer à ces étudiants qui ont décroché ou qui ne sont pas rentrés à l'université, on peut leur faire payer des frais beaucoup plus faibles, mais avec la masse d'étudiants, on peut avoir une rentabilité supposée à terme. Actuellement, les MOOC sont principalement gratuits. Certains commencent à faire payer de la certification, mais on peut imaginer de faire payer aussi des inscriptions aux cours avec des petits paiements éventuellement, mais qui généreraient des revenus. La situation actuelle est celle d'investisseurs qui ont choisi de miser sur la rentabilité économique de systèmes techniques qui remplaceraient complètement les formes d'enseignement classiques. Ce pari-là a déjà été tenté il y a 15 ans sur le e-learning, avec des plateformes de e-learning. Il a échoué. Et je peux même vous dire que je prédis qu'il va échouer là aussi. Pour une raison très simple, c'est que la standardisation des contenus, c'est une chose, qui en l'occurrence d'ailleurs ne sont pas de très bonne qualité pour le moment. Mais c'est quelque chose que l'on trouve déjà sur Internet. Il y a énormément de contenus, il y a une masse de choses disponibles. Pour réellement apporter une valeur ajoutée, il faut entrer dans une relation pédagogique particulière, trouver le temps et les ressources humaines pour encadrer l'activité des étudiants. Évidemment, si on ne veut pas le faire en présentiel, il faut quand même le faire à distance et à partir de ce moment-là, installer un dispositif qui va être très coûteux. Ça reste très coûteux d'encadrer des gens pour qu'ils accèdent réellement au savoir et qu'ils se l'approprient. Diffuser, comme sur une chaîne télé, des contenus, sans s'intéresser à ce qui est réellement reçu et approprié, évidemment, ça, ce n'est pas très compliqué. Mais ça ne générera pas réellement de revenus parce qu'au bout d'un moment, et on le voit dès maintenant, on commence à se rendre compte qu'il n'y a pas d'appropriation des contenus, qu'en réalité, il n'y a que 2% des publics inscrits qui vont jusqu'au bout des cours. Et à ce moment-là, on va avoir l'effet inverse du buzz qui avait été généré par l'attractivité des MOOC. On va avoir l'effet de désillusion générale et tout le monde va tout balancer en même temps. Alors qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais pas dans une logique de for profit, comme on dit, puisque Coursera et Udacity sont dans cette logique-là, dans une logique d'innovation pédagogique réellement, et qui permettent d'associer cela avec les enseignants. L'idée est en fait, dans les MOOC tels qu'on les connaît, souvent de se passer des enseignants. Il y a récemment un scandale qui a eu lieu où un enseignant de Princeton a retiré son MOOC quand il s'est rendu compte que Coursera allait le vendre à une autre université qui, à cette occasion-là, allait licencier les profs qui servaient à enseigner la discipline. Puisqu'il disait, j'avais moi-même, maintenant j'ai un cours en ligne qui peut se substituer. Le prof, évidemment, de Princeton ne savait pas ça avant. Et quand il l'a su, il a dit, moi je retire mon cours, je ne veux plus continuer dans une logique qui viserait à licencier les autres enseignants. Cette logique de masse qui se centre sur une attractivité autour de certaines marques, de quelques marques, de plateformes, et c'est bien la logique de plateforme qu'on connaît dans tout Internet qui est en train d'essayer d'être mise en place, elle vise finalement à disqualifier tous les autres enseignants, que ce soit ceux à l'intérieur des États-Unis, mais aussi dans les autres pays, dans les pays du Sud par exemple, où on va dire non, laissez vos enseignants locaux qui ne valent rien, venez tout de suite à Stanford. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, puisqu'on vient à Coursera et pas vraiment à Stanford. Mais ça, c'est un travers, une orientation qui est catastrophique pour la diffusion des savoirs, pour la compétence locale, pour ce qu'on appelle aussi l'empowerment, c'est-à-dire la capacité des communautés à contrôler les connaissances qu'elles diffusent. Bien entendu, on peut très bien réutiliser des ressources en ligne, il n'y a pas de problème, mais il faut que l'accompagnement local soit fait par des enseignants pour le rendre réel, avoir une chance que les étudiants s'approprient ces connaissances.